Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur Electron Télévision dans le cadre de cette troisième et dernière édition de l'émission Vérité politique de la semaine. Pour cette édition, nous avons donc le plaisir de recevoir sur ce plateau deux acteurs politiques tchadiens que je vais vous présenter tout à l'heure. Tout au long de ce débat, nous aurons donc à discuter avec nos deux invités des grands faits marquant l'année 2019 sur les plans économiques, social, politique. Nous disséquerons aussi le bilan de l'année 2019. Comme invité, je le disais tantôt, nous avons le plaisir de recevoir Abderrahmane Koulamala, ancien ministre, président de l'Union démocratique tchadienne et conseiller à la présidence de la République. Monsieur Abderrahmane Koulamala, bonsoir. Bonsoir. Avez-vous déjà un mot à dire à l'endroit de nos téléspectateurs? Oui, bon, d'abord, je voudrais apporter quelques précisions parce que avant de commencer ces débats, je voulais essentiellement que le titre qui me va aujourd'hui, c'est le titre de président de parti. C'est à ce titre-là que je viens débattre et ma casquette de conseiller ne rentre pas en compte dans ce débat-là. Voilà. Merci. Je voulais juste amener cette précision. C'est le président de l'UDT, l'acteur politique, qui débat avec un autre acteur politique du pays. Et voilà, beaucoup de gens ne veulent pas débattre avec M. Masraf parce que son parti n'est pas légalisé. Moi, je ne me débite jamais quand on m'invite. Hein. Je peux même débattre avec le commun des citoyens et je suis prêt à débattre avec tout le monde parce que notre pays a besoin de débat. Merci pour cette précision. Nous reviendrons sur cette question tout à l'heure, si vous le souhaitez, bien sûr. Comme deuxième invité, nous recevons sur ce plateau Dr Masra Succès, économiste, ancien fonctionnaire à la Banque africaine de développement et leader des transformateurs. Docteur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Serge. Qu'est-ce que vous dites déjà à nos téléspectateurs? Ravi d'être là. Notre pays a besoin du débat. C'est un point commun avec M. Koulamala que nous avons ce soir et je pense avec vous aussi. Notre pays a besoin de débats sur tous les sujets, sans tabou. Notre pays a besoin d'oxygène démocratique. Il n'y a pas d'oxygène démocratique sans débat. Donc je suis très ravi d'être ici. Je voudrais déjà d'emblée souhaiter que cette fin d'année soit une année, un moment qui permet de se ressourcer pour chacun et chacune des Tchadiens pour que l'année 2020, nous voulons que ça soit une année 20 sur 20. 20 sur 20 sur tous les plans. Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan de l'amélioration des conditions de vie. Donc, nous espérons que c'est une occasion, en tout cas, d'apporter des précisions et d'apporter un peu de clarté dans un certain nombre de choses pour l'avenir que nous devons construire ensemble. Je suis là donc pour parler d'avenir. Merci à vous deux d'avoir accepté de participer à ce débat que je souhaite convivial et courtois jusqu'à la fin. Ceci étant, nous allons donc commencer notre débat avec l'économie. Monsieur Abderrahmane Koulamala, après avoir subi les foudres de la crise économique, le Tchad, sinon l'économie tchadienne, se porte pour le mieux actuellement. C'est aussi le constat fait par le Fonds monétaire international. Avez-vous fait le même diagnostic? Bon, tout d'abord, avant de répondre à votre question, et j'aurais dû le dire tout à l'heure, je voudrais que mes pensées aillent vers le Premier ministre d'Adnadi qui aurait dû être là hier sur ce plateau. Il est malade et cela me chagrine beaucoup parce que c'est un homme que j'ai connu. On a travaillé ensemble à la présidence, on était tous les deux de conseillers, on a travaillé ensemble. C'est un excellent serviteur de l'État. Et je suis simplement désolé que sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens parlent de la nature de sa maladie. Je souhaite que ceux qui nous entendent s'abstiennent, que laissent la famille parler de ça. Et je voudrais lui exprimer en tout cas toute ma compassion et j'espère qu'il va se rétablir vite et qu'il aura l'occasion de le dire sur ce plateau. Ceci dit, la crise économique a fait énormément de dégâts. Il serait
pas honnête de ne pas le reconnaître, mais c'était nécessaire d'assainir les finances publiques, c'était nécessaire de prendre des mesures parce que notre pays, avec la chute vertigineuse du prix du baril, a connu énormément de problèmes et la liquidité a manqué à notre économie. Nous avons été obligés de connaître une période de récession, mais nous avons des cadres tchadiens qui sont excellents. Ça prouve que la solidité de nos économistes, la solidité des dirigeants de notre pays qui ont su progressivement rétablir l'économie de ce pays, qui ont pu, parce que quand vous voyez le dernier budget de l'État qui a eu une augmentation de plus de 23%, avec plus de 30% consacré à la santé, à l'éducation, à l'élevage, à l'agriculture, et avec un budget d'investissement qui s'accroît. Et je crois que notre pays est sur la bonne voie, comme vous le dites. Vous avez bien fait de remarquer que le FMI a donné un satisfecit au gouvernement. Nous espérons que cette situation perdure, parce que la crise économique, elle touche tous les pays du monde. Et c'est vrai que nous constatons dans le pays une reprise économique. Cette reprise économique va être encore plus amplifiée avec les investissements qui vont être faits, la reprise des grands travaux. Et je crois que, comme l'a dit le ministre des Finances, les perspectives sont heureuses et que l'avenir ne sera pas aussi sombre que nous l'avons prédit ou que nous l'avons connu il y a quelques années. Et ça, c'est une grande satisfaction pour nous et pour tous les Tchadiens. Monsieur Koulamala, selon vous, quels sont les éléments matériels qui confirment cette relance économique? Vous savez, bon, d'abord, si vous analysez de façon intéressante le budget qui passe de 980 quelques milliards à plus de 1200 quelques milliards, ça prouve que les prévisions de recettes de l'année N+1 a été constatée sur cette année-là et les prévisions de recettes sont selon le ministre des Finances, et j'ai confiance en lui parce que c'est un excellent cadre, ancien gouverneur de la Banque centrale, gouverneur adjoint de la Banque centrale, et nous, les acteurs économiques que nous rencontrons nous disent qu'il y a un début de reprise économique. Vous savez, moi je suis un homme politique, mais je viens aussi du monde économique. J'ai été longtemps un chef d'entreprise et je sais qu'il y a un frémissement de l'économie qu'on a constaté depuis à peu près 1 an et demi. Ce frémissement commence à devenir une réalité. Et dès qu'on voit les prévisions, en tout cas des recettes qu'on est en train de voir, sont tout à fait satisfaisantes. Et je pense que cette reprise économique va aller de plus en plus vers la satisfaction des besoins de nos compatriotes et je suis assez optimiste sur ce plan. Docteur Massa, vous êtes économiste. Confirmez-vous la relance économique, sinon la bonne santé de l'économie tchadienne? Écoutez, en tout cas, permettez-moi de partir de... Vous savez, 70% de notre population est rurale. Et il y en a, j'ai eu l'occasion de faire des tournées à l'intérieur du pays. Et certains, j'ai eu une discussion un jour avec une paysanne qui me dit, mais on parle de crise économique au Tchad. Mais de quelle crise vous parlez? Dans la région où on exploite le pétrole, notre pays. On dit, mais il y a des recettes qui ont fait lit, etc. Le gouvernement a des problèmes. Puis elle me dit, mais vous parlez de crise? Nous, on n'a jamais senti, ni avant l'exploitation du pétrole, des changements, ni après l'exploitation du pétrole. Et au plus fort du cours du baril, comme aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Parce qu'il n'y avait avant ni école, ni dispensaire, ni château d'eau, ni route pour évacuer les marchandises. Et aujourd'hui, c'est la même situation. Et on leur parle de crise. Donc de quelle crise on parle en réalité? Vous savez, allez à l'intérieur de nos pays. Les gens publient souvent des images où vous avez
gens boire la même eau que les animaux. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Où vous voyez des enfants sous des sécos, où la première goutte de pluie, ça emporte tout. Pour ces gens-là, quand vous parlez de crise, c'est un débat peut-être N'Djamenois d'une certaine manière, mais la profondeur du pays, la grande majorité de ce pays, ne sont pas ces changements-là. Donc, vous savez, on est à 1210 milliards aujourd'hui de budget prévu. Ce que je voudrais dire à nos compatriotes, c'est que dans ce budget, les 20 000 emplois prévus, semble-t-il, qu'on avait annoncé à partir de 2020, là, ne sont même pas prévus. Avant de parler du budget, non, parlons d'abord. Oui, parce que ça a été évoqué. Oui. Parce que ça a été évoqué. Le budget, c'est l'économie. Okay. Donc, c'est important, je parle de ça parce que ça a été évoqué. Oui. Et le budget, c'est justement là où on met les ressources et les emplois pour permettre justement de créer la richesse. Donc, on est en plein cœur de l'économie. C'est de ça que je suis en train de parler. Allez-y. Ensuite, je voudrais dire à nos compatriotes, on a eu ce qu'on a appelé le plan national de développement 2017-2021. Sur les 4 dernières années, la croissance, on a eu une décroissance de moins 1%, en moyenne. C'est-à-dire que quand vous mettez les plus et les moins, ça fait moins 1%. Ça veut dire... Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, je vous dis avec des chiffres. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je suis très sûr. Est-ce que vous connaissez la prévision de croissance pour l'année prochaine? Que je finisse d'abord. Je suis parler du passé. Je parle des 4 dernières années. Vous allez le contredire tout à l'heure. Je parle des 4 dernières années. D'accord? Il y a eu des moins 3%, il y a eu des plus 1%, etc. Mais quand vous faites la moyenne, ça fait moins 1%. Ensuite, il y a eu un taux de croissance démographique minimum pour le Tchad de 3,6%. Ça veut dire que sur les 4 dernières années, nous avons eu moins 1%, auquel il faut ajouter le taux de croissance démographique de 3,6%. Ça fait presque 5% de gap sur les 4 dernières années qu'il faut rattraper. Et en économie, vous ne commencez à créer de la richesse, à résorber le chômage que lorsque vous avez un différentiel positif de 3% minimum de croissance. Ça veut dire quoi? S'il nous faut rattraper rien que la situation d'il y a quelques années, qu'il y a 4 ans, oui, il faut croître au minimum de 10% pour être capable de rattraper seulement, sans compter que à l'avenir, l'augmentation du taux de croissance démographique, etc., va continuer. Donc je ne veux pas embrouiller nos compatriotes avec des taux, mais je voudrais dire, le taux de croissance ne se mange pas. Le budget ne se mange pas. C'est ce qui rentre dans le panier de la ménagère, dans l'amélioration des conditions de vie des gens, concrètement, qui doit nous préoccuper. Et le problème de notre pays, c'est que on a eu des gâteaux, même parfois très grands. Ces gâteaux n'ont pas été répartis dans toutes les bouches. Et aujourd'hui, nous devons à la fois nous poser la question de la taille du gâteau, qui n'est pas au point aujourd'hui, et en même temps de la manière de repartir cela. Parce que vous pouvez avoir un gâteau plus important, positif, plus conséquent, même diversifié, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Mais alors, oui, la question de la répartition de la richesse aussi au niveau national est fondamentale. Lorsque vous avez un chômage de masse, on a promis 20 000 personnes d'emploi, qui n'est rien par rapport au stock même de chômeurs aujourd'hui. Mais on est en train de se rendre compte que le budget n'a rien prévu pour cela. Ça veut dire qu'on va se retrouver en fin 2020. Vous avez entendu aussi hier, je crois, le secrétaire général du parti au pouvoir balbutier ici, sur cela, incapable de dire si la promesse du président de la République va être tenue. Donc l'enjeu pour nous tous, c'est justement de nous focaliser sur l'amélioration réelle des conditions de vie des gens. Donc, en résumé pour vous, c'est que la relance de l'économie dont on parle tant aujourd'hui n'est que de la poudre aux yeux. Et je finis, avant de laisser la parole. Oui. La meilleure manière de nous évaluer par rapport au reste du monde, c'est notre classement au niveau mondial. Est-ce qu'on peut revenir au Tchad? Donc, je finis, oui. Je parle du Tchad par rapport aux autres pays. Parlons de notre pays et des critères macroéconomiques. Je parle du Tchad. Vous avez cité le FMI tout à l'heure. Oui. Ce n'est pas avec des critères endogènes. Non, mais le FMI se base sur les critères macroéconomiques. Mais permettez-moi donc de dire, je finis. Ça fait un moment. Mais je finis. C'est quand même les autres. Nous allons revenir à vous tout de suite. Je finis, monsieur Blamala. Allez-y, terminez, docteur Succès. C'est que les Tchadiens doivent savoir. Nous sommes aujourd'hui derniers en compétitivité mondiale. 140e sur 140 pays. Nous sommes derniers en indice de capital humain. 157e sur 157 pays. En des termes très simples pour lesquels les gens comprennent. En matière d'éducation, de santé, de productivité, donc y compris de nos entreprises, nous sommes derniers au monde. C'est-à-dire que quand un investisseur veut investir au monde, c'est lorsqu'il n'a pas de choix qu'il choisit le Tchad. Et en interne, il y a plus de
plusieurs centaines de milliards de dettes internes des entreprises. Est-ce que c'est un intérêt pour le Donc monsieur, je parle avec des chiffres. Vous avez parlé tout à l'heure sans qu'on ne vous interrompe. Docteur Succès, Docteur Succès trouve que le Tchad est dernier des derniers. Attendez, moi je ne rentre pas dans les débats universitaires. Oui. Le Tchad est un pays qui se gère concrètement. Oui. Dans ce pays-là, il y a des réalités. La première réalité, moi, quand il parle du panier de la ménagère, je suis très à l'aise pour lui répondre. Le président Idriss Déby, avec l'augmentation de la richesse nationale, avec l'arrivée du pétrole, a multiplié le SMIC de plus de 3 fois pour arriver à un niveau très élevé du SMIC. C'est combien le SMIC? Permettez, docteur Succès, s'il vous plaît. Vous permettez que je puisse parler. Voilà, vous voyez que c'est désagréable. Quand si vous permettez, parce que vous êtes rentré dans un grand monopole, étalant vos capacités dont je ne doute pas universitaires. Moi, je viens vous dire que le SMIC est passé à plus de 60 000 francs et aujourd'hui, dans notre pays, nous avons aujourd'hui construit énormément sur les infrastructures scolaires dans tout le Tchad. Et quand vous parlez de la zone pétrolière, moi j'étais à Doba il y a très très longtemps. J'étais parti avec le Premier ministre Mongar et je suis revenu après, je n'ai pas reconnu la ville. Quand vous dites que les richesses générées par le pétrole n'ont pas été mises à la disposition de la région du pétrole. Non, des populations rurales. Non. Ne déformez pas mes propos. Vous avez dit... Ne déformez pas mes propos. Population rurale. Vous avez dit que elles n'ont pas été mises au profit des populations de la région pétrolifère. Je m'inscris en faux dans cela parce que le président Idriss Déby a permis la construction de plusieurs infrastructures scolaires, a permis la construction de plusieurs infrastructures routières. Le niveau de l'éducation dans notre pays a considérablement bondi en avant, ne serait-ce qu'à voir le nombre des universités qui ont été créées dans le privé et dans le public. Vous n'avez qu'à voir, peut-être que vous ne vous promenez pas dans le pays, moi je me promène dans le pays, partout dans le pays, il y a des écoles privées qui se sont multipliées. D'ailleurs, moi je suis favorable à ce qu'on donne des subventions aux écoles privées parce qu'ils participent à l'éducation nationale. Partout dans le pays, les universités privées sont devenues... Et la preuve, votre ami Ali Abdraman Agar qui a créé une très très grande école où il n'y a même plus de place dans cette université. Alors si vous dites que l'éducation dans le pays n'a pas prospéré dans le pays, je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment de la mauvaise. Parlant des infrastructures routières, savez-vous qu'il est très difficile aujourd'hui de quitter N'Djamena pour se rendre dans certaines régions du Tchad à cause de l'impraticabilité des routes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai été ministre des Transports. Oui, allez-y. Je connais très bien le tronçon qui quitte N'Djamena, qui va vers Bundou. C'est un tronçon, et notamment Gelendeng-Bongor, est un tronçon difficile avec nos ressources actuelles, difficile de le mettre en place. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce que c'est lié, on ne va pas rentrer dans un débat technique, c'est lié aux matériaux, c'est lié à la terre, là-bas qui pose problème. Le problème des routes, c'est quoi? C'est que quand on construit des routes, on doit prévoir suffisamment l'entretien de ces routes. Les ressources ont manqué pour entretenir ces routes. Parce qu'on est parti avec un baril de pétrole extrêmement haut. À partir de là, quand on a commencé à avoir une chute des recettes pétrolières, l'entretien routier a pris un grand coup et n'a pas permis, il n'y avait plus de ressources pour entretenir ces routes. Mais les usagers payent le péage. Le péage ne suffit pas à entretenir des routes. Vous pensez qu'avec 500 francs, qu'on paye, ça va entretenir une route? Vous savez combien coûte un seul kilomètre de route goudronnée? C'est des centaines de millions.
c'est des centaines de millions, un seul kilomètre. On nous parlait souvent de 1 milliard. Un seul kilomètre, c'est des centaines de millions. C'est ce que je vous dis, c'est des centaines de millions. Donc, un seul kilomètre de route coûte extrêmement cher. Si vous avez un tronçon qui fait 300, 400 kilomètres, son entretien devient pratiquement impossible si vous n'avez pas les ressources nécessaires pour le faire. Mais ceci dit, on ne va pas entrer plus longtemps dans ces débats techniques que les auditeurs ne vont pas comprendre. Est-ce que, et c'est la question principale, est-ce qu'il y a une volonté de la part du gouvernement tchadien d'amorcer le développement du pays? C'est ça la question fondamentale auquel M. Masra fait référence. Nous sommes d'accord sur ça. Est-ce que le gouvernement a une volonté d'amorcer un développement dans notre pays, sur le plan agricole, sur le plan économique, sur le plan de l'élevage? Je suis entre autres un éleveur. Je sais l'investissement que le gouvernement a mis pour l'élevage et l'agriculture, pour relancer l'économie nationale. C'est quelque chose d'exceptionnel qui a été fait dans le pays. Je voudrais préciser à nos téléspectateurs qu'ils peuvent réagir par SMS en nous écrivant au 68 17 82 40. 68 17 82 40. Pas d'appel, s'il vous plaît. Avez-vous quelque chose à répondre à M. Koulamala? Deux ou trois choses rapidement. La première chose, c'est de dire, vous parlez des infrastructures. Si on nous dit que le fonds d'entretien routier, dont on ne sait même pas d'ailleurs l'usage qui est fait, n'est pas suffisant, ça veut dire que soit on a mal planifié. Pourquoi alors on demande ce niveau de contribution? Je pense que ça c'est fondamental. C'est parce qu'il y a une la deuxième chose que je voudrais dire, moi je ne suis pas dans des débats techniques. Je vous parle des situations des gens dans le milieu rural. Je suis en droit d'en parler, c'est la majorité de la population qui vit en milieu rural, qui n'a pas vu ces conditions s'améliorer. On a eu droit à ce qu'on appelait un mandat rural dans ce pays. Avez-vous le bilan de ce fameux mandat rural? Quel est l'impact réel? Vous parlez d'agriculture. L'agriculture aujourd'hui, 4 millions de Tchadiens, 4 millions, c'est le chiffre, n'arrivent pas à partager un repas digne par jour pendant la période de soudure. Ce n'est pas mon chiffre, c'est le chiffre des Nations Unies. Et 7,5 millions de Tchadiens sont dans une situation de vulnérabilité aiguë. Qu'est-ce que ça veut dire? En des termes simples. C'est-à-dire les gens partageaient 3 repas par jour. C'est quelque chose d'impossible heureux. Et à la fin de l'année dernière, je crois, il y a eu encore une autre promesse, disant aux gens que d'ici à la fin du mandat 2021, alors on espère pouvoir permettre à au moins quoi, 80% des Tchadiens, semble-t-il, de partager au moins un repas par jour. Ces millions de chômeurs dont le ventre n'a pas le temps d'attendre des promesses additionnelles, ce n'est pas ça qui va leur répondre à leurs défis. L'économie, c'est la réalité des gens, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. Les questions essentielles pour les Tchadiens, c'est est-ce qu'on a la possibilité dans ce pays, vu les richesses que nous avons, de partager 3 repas dignes par jour? Moi, je crois que oui. Qui en est responsable? Est-ce que, quand on tombe malade, on a la possibilité de se soigner dignement? Aujourd'hui, les gens doivent faire le choix entre l'automédication ou les médicaments de rue. Ceci est un problème fondamental. Allez à l'hôpital général de référence nationale. J'ai amené une maman là-bas. Elle s'appelle Fatima Ousmane, qui est morte dans nos bras, à l'hôpital général de référence nationale de N'Djamena. Vous allez là-bas, il n'y a pas de pharmacie. Avant ou après la visite dite inopinée, je demande aux gens d'aller voir là. Il y a quand même une pharmacie, mais pas de médicaments. Mais à côté, non. Il n'y a pas de pharmacie à l'hôpital général de référence nationale. Il y a une pharmacie. Moi, je parle avec des réalités. Oui. D'accord? Donc, il y a une pharmacie à côté qu'il faut aller là-bas payer. Et si vous n'avez rien, vous passez 2 heures, 3 heures. Et vous n'êtes pas soigné. Ça, ce sont des réalités. Je vous parle de l'hôpital général de référence nationale de N'Djamena. Ça veut dire, imaginez le cas des gens dans les provinces. Allez à l'extrême nord de notre pays. Des pauvres mamans ou des hommes doivent monter sur un chameau, faire 3 jours à l'aller pour aller chercher de l'eau. Je ne vous parle pas d'autre chose, de l'eau. Et ramener après 3 jours. Voilà la situation de notre pays. Donc, quand les gens n'ont même pas la possibilité d'avoir de l'eau potable, et nous sommes ici, là, dans le 7e arrondissement de N'Djamena, juste avant d'arriver à votre studio ici, l'Assemblée nationale est derrière là-bas, il n'y a pas d'eau potable distribuable de la société tchadienne d'eau. Ça ne sert même pas cet arrondissement. Nous sommes dans l'arrondissement où il y a l'Assemblée nationale.
Et je vous parle d'eau potable, Alme, comme on dit chez nous, ça qui à boire. Mais c'est juste là, au terrain, d'ailleurs, l'ironie de l'histoire, c'est au terrain dit Koulamala. Parce que par honneur à Ahmed Koulamala, allez là à côté, les gens utilisent les pompes. Les pompes. Je ne parle pas en l'air. Donc, ça, ce sont des réalités. Ce sont des réalités des Tchadiens. Donc, oui, s'il vous plaît, moi, ce que je voudrais dire. Oui, je voudrais dire pour non, mais vous pouvez pas monopoliser le débat. S'il vous plaît, un équilibre dans le débat, s'il vous plaît. Vous avez aussi longuement parlé tout à l'heure, M. Koulamala. Je n'ai pas longuement parlé. Je voudrais simplement réagir sur l'hôpital. Je voudrais proposer. Vous allez réagir tout à l'heure. Laissez quelques secondes à fixer. Je finis par une proposition. Son intervention, s'il vous plaît. Je finis par une proposition concrète. Allez-y. Je finis par une proposition concrète. Assez rapidement. Que nous avons mise sur la table. Mais nous l'avons appelé sur après le débat. J'y vais parce que je finis chaque intervention par une proposition. Donc, nous avons un plan qui s'appelle le plan OSE, que nous avons proposé. OSE, c'est quoi? Oxygène social et économique. Qui, avec 100 milliards de francs CFA, peut permettre de créer 100 000 emplois pour les Tchadiens, repartis proportionnellement à la proportion de chaque population de chaque province. Et nous pouvons faire des appels à projets. 100 milliards de francs CFA sur 1 milliard 210 000. Vous allez créer combien d'emplois? 100 000 emplois. 100 000 emplois. À raison d'un emploi, 1 million. Oui. Expliquez-moi comment. Avec 1 million, un emploi. Expliquez-moi. Donnez-moi le temps, je vais y arriver. Allez-y, allez-y. Donc, si vous avez 100 milliards de francs CFA aujourd'hui, vous mettez sur la table. Les 100 milliards de francs CFA, d'ailleurs, vous pouvez faire de manière à ce que l'État mette une partie, les partenaires de notre pays mettent une partie, peut-être les banques, le secteur privé aussi, mettent une partie. Vous faites un appel à proposition de projet sur l'ensemble du territoire national. Mais quel est le projet? J'y arrive. Un appel à proposition de projet. Dans ce pays, M. Koulamala, les jeunes entrepreneurs ont des projets. Les groupements agricoles ont des projets. Les éleveurs ont des projets. À l'intérieur de tout le pays, on a des projets. Dans le milieu urbain, ils ont des projets. Quel est votre projet? J'y arrive. Avec les 100 milliards. J'y arrive. Donc, il y a des secteurs porteurs. Oui. Je parle dans de l'entrepreneuriat. Les secteurs porteurs. L'agriculture, l'agro-industrie, les technologies de l'information et de communication, etc. Chacun propose ses projets dans le domaine de prédilection. Peut-être certains, allez, vous arrivez à Abéché, ça va être peut-être la transformation des tomates, des bassards, en tout cas, que les gens peuvent utiliser. Et vous arrivez dans un autre territoire, ce sera un autre type de projet, peut-être transformation de sésame. Vous arrivez dans une autre province, ça va être peut-être comment on package mieux les dates, etc. Et vous faites cet appel à proposition de projet. Vous associez les gens. Je vais finir parce que c'est un plan concret. Donc avec ça, parce qu'il a demandé les détails. Oui. Mais nous sommes prêts à exposer ça pour que tout le monde voit. Avec ça, vous pouvez, avec 100 milliards de francs CFA, commencer à changer la vie des gens. 100 000 emplois, et chaque emploi créé va créer au moins un emploi additionnel. Ça fait 200 000. Aujourd'hui, vous savez combien de gens sont embauchés dans la fonction publique? Environ 100 000 Tchadiens, sur les 15 millions que nous existons, qui existent. Il y a un rapport récent qui vient de passer, je ne sais pas, j'envoie les gens chercher cela, mais qui dit que pour chaque Tchadien qui est embauché, qui travaille, il y a des dizaines de gens qui sont des bouches à nourrir. Par contre, si vous permettez aux gens de créer leur emploi, ça ne va pas peser sur le budget de l'État, parce que c'est des emplois privés, et donc ils vont s'auto-générer. C'est même mieux qu'embaucher 20 000 personnes directement. Donc ça, c'est des plans concrets que nous mettons sur la table et qui sont faisables en réalité. Avec très peu d'argent d'ailleurs. Monsieur Koulamala, nous allons passer à autre chose. Non, je ne peux pas laisser passer ce que j'appelle un enfumage global. Allez-y. Très bien. D'abord, sur l'hôpital général, je suis désolé, ça fait des années qu'il y a une pharmacie à l'hôpital général. Ça fait des années. Il y a quelque temps, les médicaments de première nécessité sont donnés gratuitement jusqu'aujourd'hui. Je vais souvent aux urgences amener des gens. Et je vais vous dire une chose, je me soigne moi-même aux urgences qui sont juste à côté de chez moi. C'est que vous dites... Aux urgences de l'hôpital général? Absolument, j'y vais souvent. Je vais souvent me soigner là-bas. Je vais vous dire deuxième chose, M. Masra. Ce que vous dites sur les projets de 100 milliards, c'est du n'importe quoi. C'est pas possible que dans votre position actuelle, vous pouvez dire des choses aussi inexactes. Vous n'êtes pas capable de me dire sur les 100 milliards, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Je vais... vous permettez, 100 milliards que vous allez injecter dans l'économie en le donnant aux entrepreneurs, en faisant... Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer des organismes qui vont accompagner ces jeunes?
Vous allez donner de l'argent à des organismes qui vont accompagner les agriculteurs. Ça a été fait par le PNSA. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a progressivement en place des groupes agroalimentaires qui se mettent en place. Aujourd'hui, allez derrière l'hôpital, le cinéma Sherazade, l'ancien cinéma Sherazade, derrière le marché, allez-y vers 3h du matin, 4h du matin. Vous allez être étonné de voir les produits agricoles qui s'y trouvent là-bas. C'est pas en sortant de son école, de son université, avec des grandes théories qu'on peut changer la vie des citoyens tchadiens. La vie des citoyens tchadiens s'échange avec une gouvernance et avec une expérience dans la gouvernance. Ce que vous dites, c'est de l'enfumage. Je n'ai pas vu dans vos 100 milliards quel emploi. Vous ne pouvez pas créer 100 000 emplois par un coup de baguette magique. Je vais vous dire des choses. C'est qu'on peut créer dans une économie. C'est qu'on peut créer dans une économie. Hein? C'est d'abord faire une relance économique saine dans le pays. Améliorer le pouvoir d'achat des gens pour qu'il y ait une demande de consommation dans le pays. Si vous n'avez pas une demande de consommation, M. Masra, vous pouvez créer les entreprises que vous voulez, elles vont péricliter. Ça, c'est le B.A.B.A. de l'économie. Vous êtes un économiste, vous devriez le savoir mieux que qui. Monsieur Koulamala, vous parlez du pouvoir d'achat. S'il vous plaît, permettez-moi. Je vais revenir s'il vous plaît. Vous parlez du pouvoir d'achat. Nous allons parler des fonctionnaires tchadiens. Vous n'êtes pas équitable dans le débat. Laissez-moi aller. Vous avez déjà beaucoup parlé. Nous allons avancer sur d'autres questions. Permettez-le. Je suis toujours à vous. Je vous pose la question. Nous allons parler des fonctionnaires. Je ne peux pas laisser passer je ne peux pas admettre. Vous avez 30 secondes pour finir. D'accord. Je ne peux pas admettre que quelqu'un qui a la prétention de vouloir diriger le pays vienne dire qu'avec 100 milliards, par un coup de baguette magique, je vais changer la vie des citoyens. C'est quelque chose d'inadmissible que je ne peux pas concevoir. 100 milliards dans l'économie tchadienne, c'est infinitésimal. C'est infinitésimal. 100 milliards pour créer 100 000 emplois dans le pays, vous enfumez les Tchadiens. Je ne peux pas vous laisser parler de ça. Permettez que je réponde. Non, oui, très rapidement. Vous savez, je l'ai appelé, je l'ai présenté tout à l'heure, le plan oxygène social et économique. Je ne suis pas en train de dire c'est une baguette magique. Je suis en train de dire, si on veut orienter les investissements de manière à servir les Tchadiens, nous mettons sur la table de la discussion républicaine des propositions qui sont sérieuses. Donc, Monsieur Koulamala, ne perdons pas le temps sur vos théories d'école, vos connaissances d'université, ça ne nous avance pas. Je suis en train d'être... Moi, ma perception de la... Je suis quelqu'un qui vit dans la pratique. Oui, ma perception, en tout cas, ma conviction en tant qu'homme politique, c'est de mettre des propositions concrètes qui vont améliorer la vie des Tchadiens. Et quelles sont ces dans son regard, ou dans sa perception de la chose, il n'arrive pas à cerner cela. Je dis aux nombreux milliers de jeunes Tchadiens qui nous suivent, si on leur donne 1 million, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avec? Rien du tout. Ah, vous voyez avec ça, avec 1 million, personne ne peut relancer une entreprise au Tchad. Vous entendez? Je vais vous dire, non, je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'il y a des microcrédits qui ont été expérimentés. J'étais contre ces microcrédits. On a donné 2-3 millions à des gens dont la situation sociale est complètement désastreuse. Ils ne pourront pas les rendre. Ce qu'il faut, monsieur Masra, c'est de créer une richesse au sein de l'économie nationale, de faire venir, de créer des débouchés pour nos marchandises. Je vais vous dire une chose. Avec la crise économique, on a eu plus de 500 conteneurs qui ont été dédouanés au Cameroun. Pourquoi? Parce que la chute du pouvoir d'achat dans le pays n'a pas permis à ces marchandises de venir sur le marché. Il n'y a plus de demande. Donc, ça a fait baisser les recettes au niveau des douanes. Quand vous dites 1 million, 2 millions pour les jeunes, pour créer une entreprise au Tchad viable, il faut un minimum de 10 à 15 millions qu'il faut prêter aux jeunes. Alors, 1 million, vous ne connaissez pas l'économie, monsieur. Vous ne connaissez pas la réalité. De quel genre d'entreprise parlez-vous? Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, au Tchad, aller acheter des marchandises et les revendre n'a jamais apporté quelque chose. Ce qu'il faut, c'est de développer les jeunes pour faire de la prestation de services. C'est dans les services qu'on peut générer des ressources dans le pays. Deuxièmement, beaucoup de jeunes
énormément se mettre à l'agriculture. Nous avons des militants partout que nous aidons pendant la période, pendant la période pluvieuse pour qu'ils puissent avoir 10 sacs de maïs ou 10 sacs de mil pour vivre. Ce qu'il faut aider les jeunes, c'est dans l'agriculture et dans l'élevage. Ça, c'est dans le monde rural. Non, mais dans le milieu urbain. Même dans le milieu urbain, monsieur. Ou pour cultiver la terre, s'il vous plaît. Mais la terre, je vais vous dire une chose. Notre pays, si vous prenez, vous parcourez le Tchad, vous trouvez toujours un endroit pour pouvoir cultiver quelque chose. La terre, elle existe au Tchad. Si vous voyez le Tchad, il ne faut pas, si vous avez de l'argent, vous pouvez aller en province. Vous pouvez aller en province. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de Tchadiens, énormément de Tchadiens se sont mis à l'agriculture et à l'élevage. Surtout dans le secteur comme le secteur avicole. Parce que le secteur agricole est un secteur qui participe à la sécurité alimentaire en matière de protéines animales. Et c'est un secteur qui est en expansion. Il faut pousser les jeunes dans ces secteurs-là pour qu'ils puissent... Oui, parce que... Voilà, soyons rapidement. Vous savez, allez-y très rapidement. Je vais y aller. Plein de messages. Je suis très concret. Vous regardez je vois ça, cet équipement. Je ne sais pas si les caméras peuvent braquer sur cela. Ces pneus arrangés, recyclage. Je sors à l'instant d'une formation en création d'entreprise qui se tient sur 2 jours avec 800 jeunes qui sont réunis. Et la personne qui a créé ça, c'est une dame, nous disait qu'elle a commencé avec 45 000 francs CFA. Aujourd'hui, elle a un chiffre d'affaires de 5 millions. Les gens peuvent vérifier. C'est-à-dire qu'elle a commencé avec 45 000 francs CFA. Et 1 million dans ce pays peut permettre à des gens de créer de la valeur. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Mais en même temps, M. Koulamala, en disant qu'il faut 15 millions pour avoir une entreprise viable, est en train de dire que l'environnement d'investissement dans ce pays est un problème aussi quelque part. Bien sûr, je ne le nie pas. Donc, ça veut dire que autant on doit besoin d'arranger cela, parce que dans d'autres pays, prenez le cas du Rwanda. Il y avait d'ailleurs dans la salle quelqu'un qui venait du Rwanda et qui nous disait, pour créer une entreprise, c'est quelques heures et c'est gratuit. Ici, il faut payer des frais qui occasionnent donc des coûts de transaction. Et puis en fait, ce que je voudrais amener M. Koulamala à comprendre, et à travers lui, mais on peut créer des entreprises individuelles qui coûtent pratiquement rien. Voilà, vous voyez, donc vous êtes en train de me rejoindre. Non, non, mais je vais vous dire, quand vous parlez de ça, permettez-moi de finir. Vous n'êtes pas obligé de faire des SARL. Vous êtes en train de me rejoindre pour 1 million. Vous êtes en train de me rejoindre, donc 1 million n'est pas inutile. Et donc, à travers vous, c'est m'adresser 1 million, on ne peut pas prospérer avec. Vous voyez, donc, donc permettez-moi de terminer mon propos. Oui. À travers vous, je voudrais donc dire au gouvernement que vous conseillez. Non, non, moi, ne me parlez pas de ça, M. Masra. Vous voulez renier votre rôle dans la République? Parce que ça c'est un rôle important, parce que vous conseillez le chef du gouvernement. Je ne réunis pas mon rôle. Je suis venu ici comme contradicteur en tant que chef de... Je fais des propositions qui vont servir aux Tchadiens et vous portez la parole à le gouvernement. Au chef de l'État, demander à le voir. Mais vous êtes son conseiller. Vous êtes le conseiller du chef du gouvernement. Permettez, je vais lire une question qui nous a été envoyée par un téléspectateur pour vous, M. Koulamala. M. Amat, qui demande comment peut-on développer le pays sans route. Oui, bon, je vais vous dire une chose. Si vous avez vu le dernier budget, j'espère que beaucoup l'ont lu, le dernier budget qui a été voté prévoit un investissement important pour l'amélioration des routes. Je suis persuadé qu'on ne peut pas développer le pays avec nos routes actuelles. Ça, je le concède. Mais le problème ne se pose pas là. Le problème véritable dans notre pays, c'est que comment... D'abord, nous sommes un pays, et on va revenir dessus, confronté à des défis sécuritaires incroyables qui pompent une partie de notre budget national. D'ailleurs, bonne nouvelle, le dernier budget, le budget de la défense est pratiquement inexistant. Donc, le budget de les guerres que le Tchad a connues, les différentes
menace sécuritaire qu'a connu le pays nécessite de la part des acteurs économiques, des acteurs politiques, une certaine solidarité, parce que notre pays étant menacé, notre pays connaît un recul sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan financier. Venir jeter la pierre au gouvernement, c'est la preuve que quand on ne gouverne pas, on peut faire des théories fumeuses, venir dire qu'on peut, en jetant sa baguette magique, paf, on va créer 100 000 emplois. En France, qui est une économie structurée, on n'arrive pas à créer par an 100 000 emplois. En France, qui est une économie structurée. Parce que quand vous entrez dans un cycle de récession économique, et ça vous êtes bien placé, et mieux que moi pour le savoir, on ne peut pas relancer une économie sur un an ou deux. Il faut une longue période pour relancer l'économie nationale. Et ça demande un assainissement des finances publiques, une gouvernance, et je vous le concède, qui soit très exigeante, avec beaucoup de rigueur. Et c'est pour ça que nous avons connu 3 années de dure rigueur dans lesquelles nous allons nous en sortir. Gouverner, M. Masra, est quelque chose d'extrêmement difficile. Gouverner le Tchad est une chose encore plus difficile. Permettez, chers invités, nous n'allons pas nous éterniser sur les questions économiques. Nous allons passer à d'autres sujets. Je voudrais m'excuser auprès des nombreux téléspectateurs qui nous envoient des SMS. Nous ne sommes pas en capacité de les lire. Donc, vraiment, merci de l'intérêt que vous portez au débat. Docteur Masra, il y a un an, le Tchad a procédé à une réforme constitutionnelle ayant débouché sur la naissance de la 4e République. Cette mutation a été faite au prix de la suppression de plusieurs autres institutions, de la primature et surtout a consacré l'instauration du serment confessionnel. Plus d'1 an après, quel bilan faites-vous de cette réforme? Cette réforme a amené ce qu'on a appelé le régime présidentiel intégral. C'est un régime de piège intégral dans lequel nous sommes entrés. Cette réforme a voulu consacrer tous les pouvoirs entre les mains, non pas d'une institution, mais d'un homme, d'une personne. Il y a encore quelques années, derrière, M. Koulamala disait que nous avons un pouvoir concentré entre les mains d'une personne, entre les mains d'un petit groupe, etc. En fait, la réforme de la Constitution et l'instauration de la 4e République est venue aller encore au bout de cette logique. Et je crois que l'essentiel aussi des problèmes de notre pays aujourd'hui et pour l'avenir se trouve dans cette 4e République, qui pourrait être concret pour que les compatriotes qui nous suivent se rendent compte du piège dans lequel nous sommes entrés. Nous avons, à travers cette Constitution, supprimé le poste de Premier ministre. Sans un vice-président, donc le président devient président de tout, et comme je le dis souvent avec conviction, responsable du coup de rien. Parce que quand ça ne marche pas, c'est les autres qui sont responsables, alors même que tous les pouvoirs de l'exécutif sont concentrés entre les mains d'une seule personne. Sans vice-président, sans Premier ministre, dont il dit d'ailleurs dans une interview récente que le Premier ministre dans une république ne sert à rien. Je vous laisse donc voir la conception de la démocratie. Deuxième chose, très grave, que cette réforme et cette 4e République a amené, c'est la concentration du pouvoir judiciaire entre les mains aussi du président de la République, qui devient le président du Conseil supérieur de la magistrature suprême. Il a toujours été. J'arrive. Oui, j'arrive. Soyez sérieux quand même. Qui est président du... Même en France, c'est le président. Nous reviendrons à tout à l'heure. Vous savez, l'organisation du Conseil constitutionnel en France, bien sûr, qui ne rend pas compte du président de la République. Non, mais vous... permettez que je finisse. Je parle du Conseil supérieur de la magistrature. S'il vous plaît, monsieur. Ça n'a rien à voir avec le président. Mais permettez que je finisse, s'il vous plaît. Permettez que je finisse. Allez-y, docteur. C'est en cela que la stupidité collective est là. Oui. C'est-à-dire que le président de la République soit le président du Conseil supérieur de la magistrature suprême est une chose. Mais derrière, le président de la Cour suprême, qui est celui qui tranche même en matière de constitutionnalité des lois, etc. C'est-à-dire qu'il joue le rôle maintenant du Conseil constitutionnel. Le juge constitutionnel devient le deuxième vice-président du Conseil supérieur de la magistrature suprême pour être terre à terre, pour que les compatriotes, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, est piloté par le président de la République. L'indépendance des pouvoirs.
l'équilibre des pouvoirs. Troisième pouvoir, le dernier, je finis. Permettez, même sous la troisième République, le président de la République a toujours été président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais il y avait la Cour constitutionnelle. Bien sûr, oui. Qui devait trancher en matière de constitutionnalité des lois. Le Conseil constitutionnel qui tranchait en matière de constitutionnalité des lois. Ce qui n'est plus le cas avec la 4e République. C'est pas vrai. Mais c'est vrai. Vous allez le contredire. Oui, c'est pas vrai. Donc il y a ça. Ensuite, dernier point. Oui, allez-y, docteur. Avec cette nouvelle constitution, le président de la République a aussi le pouvoir législatif entre ses mains. Vous savez pourquoi? Parce qu'il peut légiférer par ordonnance sur tout le temps, pendant tout le mandat, sans avoir besoin de l'Assemblée nationale. Ah bon? En un mot, il a la possibilité, la preuve, il a pris des ordonnances qui ne sont pas passées à l'Assemblée nationale, mais qui sont appliquées. Et là, vous pouvez citer un exemple? Mais bien sûr, sur les partis politiques par exemple, ordonnance sur les médias, ordonnance sur les associations, ordonnance sur les partis politiques. Ce n'est pas passé à l'Assemblée nationale, ça s'est appliqué comme une loi. Et dans la Constitution, il n'y a pas de limitation ni dans le temps, ni dans l'objet. Ça veut dire que demain, je le dis pour que les compatriotes comprennent, si on va dans ces conditions à une nouvelle élection, même si la majorité change de main, par exemple, imaginez que l'opposition gagne les élections. On va aux élections, les transformateurs par exemple gagnent les élections. C'est une hypothèse, ou une autre coalition d'opposition gagne les élections. Le président de la République a deux choix. Il peut dissoudre l'Assemblée, ou bien il peut ignorer l'Assemblée nationale et légiférer par ordonnance. Et l'Assemblée ne peut pas interpeller le président de la République. Vous voyez, c'est-à-dire que le président de la République devient en même temps chef de gouvernement, il n'est pas interpellable par l'Assemblée nationale, mais il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, en un mot, pour me résumer, cette constitution a enlevé la chose la plus basique dans une démocratie, c'est l'équilibre des pouvoirs, la séparation des pouvoirs. A remis tous entre les mains d'un seul homme, qui est le président de la République. Ceci est une grave erreur collective que nous avons laissé se construire. Et ceci nécessite donc, pour l'avenir de notre pays, si nous ne voulons pas rester dans ce piège intégral, que nous puissions remettre l'équilibre des pouvoirs. C'est pour ça que nous plaidons pour qu'il y ait un dialogue sur ces questions-là, pour remettre sur pied des institutions un minimum équilibré. Parce que le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif séparés, c'est le minimum dans une démocratie. Vous brûlez d'impatience, M. Koulamala. Je ne brûle pas d'impatience. Je suis sidéré par la méconnaissance de notre système judiciaire par M. Masra. D'abord, un régime politique, il peut être différent. Il peut être présidentiel, il peut être parlementaire. L'ancien régime était de type parlementaire. La caractéristique d'un régime parlementaire, c'est quand le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Nous avons évolué pour un régime présidentiel où le gouvernement est responsable devant le président de la République. Ce sont deux caractéristiques de ces deux régimes que M. Masra ignore et c'est bien dommage. Ensuite, la Constitution consacre de manière claire la séparation des pouvoirs. Dans tous les pays du monde, dans tous les pays démocratiques, le président de la République est en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature parce que ça fait partie des titres de la Constitution. C'est la Constitution qui dit que le président de la République est le garant de l'indépendance de la justice. C'est ce titre-là qui lui donne cette prérogative que vous semblez dénoncer et que vous ignorez complètement. Vous n'avez pas suivi jusqu'au bout. Je vous ai bien le problème, c'est que le Conseil constitutionnel est remis dans vous ignorez complètement les mécanismes. Maintenant, la Cour suprême, comment elle est organisée, je m'en vais vous le dire. La Cour suprême a une chambre constitutionnelle qui est chargée de chaque fois qu'une loi est votée et quand la chambre est saisie, de déclarer la conformité à la Constitution de la loi ou pas. Dirigé par qui? Monsieur, dirigé par un juge. Mais qui rencontre à qui? Non, mais attendez. Le président de la Cour suprême, non? Qui, lui, est deuxième vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est quoi le Conseil supérieur de la magistrature? Vous savez ce que c'est, le Conseil supérieur de la magistrature? Vous savez, non, je vais lui poser la question. Est-ce que vous savez quel est le rôle du Conseil supérieur de la magistrature? Je ne suis pas dans les définitions actuelles. Vous savez quel est le rôle? Concrètement. Vous ne savez même pas concrètement. Le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature est mis en place. Je vous donne un exemple bête. Quand un juge fait une indélicatesse,
Comme on ne peut pas juger un juge, on le juge au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur ça fait partie... Vous m'avez demandé de donner des explications. Assez rapidement, vous ne pouvez pas demander une chose et le contraire quand même. Donc, le Conseil supérieur de la magistrature est une prérogative donnée au chef de l'État dans la Constitution. On passe à autre chose. Maintenant, la constitutionnalité des lois, il y a ce qu'on appelle une chambre administrative qui est là. Vous savez quel est le rôle de la chambre administrative? Elle juge de la régularité des actes administratifs. Ça, c'est deux. Et vous avez une chambre judiciaire qui fait un peu office de cour de cassation, si vous voulez, pour être plus simple. Donc, le processus, la séparation du pouvoir existe bien. Que le président de la Cour suprême soit le deuxième vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, ça me paraît aller de source. Qui voulez-vous qu'il soit le deuxième? Puisque lui, il est la haute juridiction de notre pays. Monsieur Koulamala, nous n'allons pas... Je ne vais pas vous enfoncer encore plus sur ça. Revenons sur le bilan de la 4e République. Revenons sur la Constitution de la 4e République que vous semblez ne pas comprendre les fondements. Parlons plutôt du bilan de la 4e République. D'accord, je ne vais pas encore plus l'enfoncer, il est suffisamment. Nous allons parler maintenant, si vous voulez, on va discuter. Parlons du bilan. Vous ne maîtrisez pas le processus judiciaire. Vous n'avez même pas lu l'autre. Vous ne connaissez pas. Vous ne maîtrisez le bilan de la 4e République. Ça ne sert à rien. Permettez. Ça ne sert à rien. Moi, je vous parle contre... Bon, bref, on ne va pas faire un débat dessus. Bon, Monsieur Koulamala, allez-y. Parlez bilan de la 4e République. Le bilan... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise du bilan de la 4e République? Ça fait à peine 2 ans... Est-il positif ou négatif? Non, mais ça fait à peine 2 ans qu'on a expérimenté une nouvelle République. Pour qu'on puisse tirer un bilan de cette nouvelle République, il faut donner du temps aux institutions de s'implanter, de montrer leurs insuffisances, de montrer... leurs insuffisances, leurs avantages, et c'est pour ça que le chef de l'État a décidé que le Forum national qui a mis en place cette 4e République s'est réuni tous les 2 ans pour faire le bilan de notre marche en avant. Mais combien de temps faut-il, puisque un mandat présidentiel, c'est 5 ans? Je réponds non, mais l'État, ce n'est pas les mandats. Un régime politique, ce n'est pas lié à M. Idriss Déby. Il ne faut pas confondre tout, monsieur. Le régime que nous mettons en place, nous le mettons pour le Tchad. Idriss Déby n'est qu'un individu. Il peut demain être battu aux élections, il peut démissionner, il peut partir. C'est pas là le problème. Mais il est l'actuel président quand même. Non, mais enfin, oui, c'est pas possible. Comment vous ne pouvez pas comprendre que quand on met en place un régime politique, on le met pour que les institutions fonctionnent et non pas pour qu'un homme puisse fonctionner. Donc vous pensez qu'il est très tôt de faire un bilan? Non, mais j'ai dit une chose, c'est que nous avons constaté avec le régime issu de la 4e République, de la 5e République en France, c'est un régime que nous avons copié dans tous ses modèles et qui a même montré ses limites en France et qui ne marche pas dans notre pays. Le Premier ministre, n'ayant pas une majorité, la majorité, parce que pour qu'un Premier ministre puisse diriger le pays et conduire l'action du gouvernement, il faut qu'il ait une majorité qui lui soit favorable. Or, cette majorité, la plupart du temps, est la majorité présidentielle. Il était plus logique, par rapport à ça, qu'on passe à un régime présidentiel dans la mesure où... Vraiment, c'est incroyable. Mais bien sûr, il est plus logique de passer à un régime présidentiel. Le régime politique, c'est pas là le problème. D'abord, vous prenez les plus grandes dictatures du monde. Prenez l'URSS. Ils avaient une très bonne constitution. C'est la pratique que les hommes ont de cette constitution qui est importante. Ce n'est pas le régime politique qui est important. Alors, si vous voulez me dire qu'on gère mal le pays, qu'on gère mal les structures du pays, on peut en discuter. Mais on ne vient pas faire un débat complètement bidon sur les institutions. Alors, l'enjeu est fondamental. Oui. Vous allez remarquer que depuis notre intervention, je ne parle pas je ne dis pas des gros mots, hein.
pour que tout le monde comprenne. Je parle de la Constitution parce que c'est un élément fondamental. On l'appelle d'ailleurs la loi fondamentale de la République. Et de ça dépend tout. M. Koulamala est en train de nous dire, peut-être il va le confirmer ou pas, par exemple qu'il est d'accord que dans un pays jeune, à majorité, l'âge moyen c'est 25 ans. Cette Constitution a consacré par exemple l'interdiction des gens ayant moins de 45 ans d'être candidats à la présidence. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un élément. Je peux vous répondre deuxième chose, en temps utile. Oui, deuxième chose. Vous avez par exemple la question de l'égalité des personnes devant les lois, devant les opportunités, etc. La question par exemple du serment confessionnel est une entorse et je dirais même une inutilité, une inefficacité. La preuve c'est que au Conseil des ministres du 15 août de mémoire, que les téléspectateurs peuvent vérifier, même le chef du gouvernement et chef de l'État actuel a reconnu que tous ceux qui prêtent serment en jurant sur la Bible ou sur le Coran le violent systématiquement. C'est-à-dire qu'il y a une inefficacité associée à cela, plus le fait que ça peut heurter certaines sensibilités dans notre pays. Tout ceci nécessite que dans notre vision collective de construire une nation qui permette à tout le monde d'être, en tout cas autour de la table de la République, se sentir égaux, en tout cas dans cette République, ces éléments-là nécessitent d'être enlevés. Donc la question de l'équilibre des pouvoirs, ça nécessite d'être revu. La question de l'absence d'exclusion des nouvelles générations, par exemple, à des responsabilités, nécessite d'être revue. La question de la consécration de ce qu'on peut appeler comme des clauses colonnes vertébrales, des choses qui seront intangibles et transmissibles de génération en génération. Par exemple, sur la limitation des mandats, pour n'importe quel poste électif, le nombre de mandats, par exemple. Ces choses-là, il est nécessaire aujourd'hui, pour permettre au Tchad de faire vraiment un bond en avant, de revenir sur ces questions-là, pour remettre l'équilibre, pour remettre l'inclusion des gens, pour remettre aussi l'inclusion des nouvelles générations aussi. Comment est-ce qu'on peut comprendre que dans un pays qui a 80% de sa population qui est très en deçà de 45 ans, pour vous dire, vous avez un président qui demande à la jeunesse d'oser et qui met dans la Constitution de la République l'interdiction à ces jeunes-là de candidater. Et je finis là-dessus. Pour vous dire pourquoi toutes ces choses-là nécessitent qu'on les revoie. Le plus jeune président de la République du Tchad, il s'appelle Goukouni, il est vivant, il avait 35 ans. Monsieur Déby a pris le pouvoir il y a 30 ans bientôt. Il avait 38 ans. Et le plus âgé, avait 43 ans. Et vous avez donc une constitution dans un pays fondamentalement jeune qui interdit à la majorité de sa population, par exemple, de candidater à des postes de responsabilité. Vous parlez de jeunes. Tout ça montre bien que nous devons changer ces choses. Je me permets, M. Koulamala, permettez, en relation avec son intervention, non, mais vous allez y répondre. Vous allez y répondre. Je voulais juste vous pouvez répondre sur tout ça aussi. Très rapidement, il ne vous a pas échappé que moi, je ne peux pas être candidat aux élections présidentielles. Absolument. D'accord? Absolument. Mais j'ai accepté. La loi, c'est la loi. J'ai présenté ma candidature en 96 et on m'a refusé pour le motif que ma mère, qui est tchadienne, est d'origine soudanaise. C'est une injustice. Et qui doit changer d'ailleurs. Attendez, laissez-moi finir. S'il vous plaît. Je pense que quand la loi est là, nous sommes des républicains, on se soumet à la loi, mais ça ne vous empêche pas de demander à ce que cette chose... Si vous voulez mon avis personnel... Allez-y. Mon avis personnel... Ça intéresse les téléspectateurs. Oui, parce que je suis chef d'un parti politique. Bien sûr. Je suis pour que dans les élections législatives et communales, que la majorité soit à 18 ans. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on demande à un jeune d'aller voter, on ne doit pas lui priver du droit d'être élu également. C'est pour ça que je dis que pour les législatives et je suis favorable. Ce n'est pas une idée qui est partagée par la majorité qui gouverne, parce que c'est elle qui a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un. De deux, pour les présidentielles, je pense que être président de la République, c'est quelque chose d'absolument important. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, à moins d'être un génie, et je pense que peut-être que vous l'êtes dans votre... je ne le conteste pas, on ne peut pas, à moins d'être un génie, diriger le pays si on n'a pas une certaine maturité. Monsieur Koulamala. Cette maturité-là, 45 ans c'est beaucoup,
35 ans, c'est peu. Il faut, pour ma part, trouver un juste milieu. Répondez à la question d'un téléspectateur. Je ne suis pas un béni, oui. Mais je vous donne mon point de vue. Monsieur Koulamala, c'est à votre honneur. Monsieur Koulamala, permettez que je dise cela aussi. S'il vous plaît. Un dernier point. Nous allons répondre à la question de ces téléspectateurs. Un téléspectateur pose la question à monsieur Koulamala. Quelle est la place, sinon l'intérêt de la jeunesse dans la 4e République? Bon, je vais vous donner de manière globale. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. J'ai fait récemment, là, j'allais vous parler en arabe, récemment, c'est une de langue officielle. J'ai fait récemment un recensement, j'ai trouvé que 90% des postes de responsabilité au Tchad sont occupés par des jeunes. 90%. Nous les vieux, vous nous tirez dessus, nous sommes... Non, calmez-vous, je n'ai pas des armes. J'ai dit, je parle des jeunes, hein, pas vous. Hein. Je parle des jeunes. Je vois votre vocabulaire. Je parle de vous les jeunes, vous dites laissez-nous la place comme s'il y a une place qu'il faut laisser ou une place qu'il faut conquérir. Vous cherchez à conquérir votre place, que tous les jeunes conquièrent leur place. 90% sont occupés par des jeunes. Il y a une promotion pour les femmes. Ce téléspectateur, il pose des questions, mais il ne regarde pas la réalité. Aujourd'hui, regardez, partout c'est des jeunes. Peut-être pas c'est les jeunes que vous voulez. Vous citez quelques exemples, M. Koulamala. Les téléspectateurs ont besoin de le savoir. Attendez, prenez les grandes entreprises de l'État. Donnez-moi quelqu'un qui a plus de 50 ans qui dirige une grande entreprise de l'État. Prenez le membre du gouvernement, à part Kassiré qu'on met de côté, Kalzebe qui n'est pas membre du gouvernement, qui est ministre d'État, son adjoint qui n'est pas membre du gouvernement, prenez le gouvernement actuel. Il y a combien de gens de ma génération là-dedans? Zéro. Prenez les structures, et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Parce qu'il faut bien que jeunesse trouve sa place. Mais dire que la 4e République ne favorise pas les jeunes et les femmes, ça, ce n'est pas normal de le dire. Nous avons reçu plusieurs messages, plus de 20. Des téléspectateurs tiennent à vous dire qu'ils ont eu à entreprendre avec moins de 1 million. Je ne souhaite pas que vous puissiez répondre. Oui, alors, sur la question... Je doute fort, mais bon... Monsieur, c'est leur témoignage. Monsieur Koulamala. Et je pense que cette injustice que vous, peut-être, vous subissez. Vous êtes chef d'un parti politique. À moins que la création du parti, pour vous, n'a pas vocation à conquérir le pouvoir. Si, mais je n'en suis pas mort. Je ne dis pas ça. L'injustice, ce n'est pas une question d'Assemblée nationale. Permettez. Juste pour vous rappeler que mon parti est présent à l'Assemblée nationale. Je le dis au-delà de votre personne. Il y a des Tchadiens qui sont des Tchadiens métissés. Sans mêler, si on peut le dire. Comme vous. Moi, je suis pas métissé. Mais je dis de sang mêlé parce qu'une partie de l'origine vient d'ailleurs. Ça ne fait pas de vous moins que Tchadien. Est-ce que vous vous sentez 75% Tchadien aujourd'hui? Non. Est-ce qu'une constitution de la République est dans son droit de vous écarter, vous? Je le dis, mais non. C'est la faute à qui? Mais ça veut dire... Mais c'est la faute à qui? Le choix de ceux qui gouvernent. Comme vous l'avez dit. Non, mais vous l'avez rappelé tout à l'heure. Excusez-moi de vous interrompre, Masra. Juste, je vous ouvre une parenthèse. Vous n'étiez pas à la conférence nationale souveraine, vous étiez peut-être trop jeune. J'étais membre de la commission institution. Cette disposition a été prise à la conférence nationale souveraine. J'étais ministre par la suite. Nous avons essayé de la retirer. Le Conseil supérieur de transition l'a remise en place. Donc, le pouvoir n'a rien à voir. Je ne parle pas d'hier, M. Koulamala. Je vous parle d'aujourd'hui, du président de la République que vous conseillez, qui laisse dans cette constitution une incongruité de cette nature. Ça se demandait quel type de conseil vous lui donnez. Parce que si on est capable, là, d'exclure des Tchadiens, parce qu'on commence à mettre des suspicions, est-ce à dire que M. Koulamala, aujourd'hui, n'est pas digne d'être... Permettez que je finisse parce qu'au-delà de votre personne, au-delà de votre personne... Vous voulez qu'on rentre dans un autre débat? Quand vous parlez que vous aimez les Tchadiens plus que nous, je ne peux pas vous ce que je suis en train de dire. Je peux finir. Nous allons passer à autre chose. Ce que je voudrais finir là-dessus, c'est simplement de dire une injustice, peu importe qui ça la concerne, mérite d'être corrigée.
Si vous vous accommodez d'une injustice... C'est pas une injustice, c'est la loi. Mais c'est une loi injuste. Oui, mais c'est la loi. Je ne sais pas, c'est une loi injuste. C'est la loi. Et une loi injuste, on est tenu de la changer pour que nous ayons un nouveau départ pour notre pays. Et donc sur l'ensemble de ces sujets-là, nous devons remettre tout ça sur le tapis, en tout cas pour être capable de poser les vraies questions, de l'équilibre des pouvoirs, de l'inclusion des gens, pour être capable de nous projeter dans un Tchad nouveau, que j'espère en tout cas profondément transformé pour servir tous les Tchadiens. C'est ça l'enjeu en tout cas. Vous allez répondre très rapidement à cette question. La légitimité de votre parti politique est mise en doute par le gouvernement. Comment gérez-vous la situation? Et quelle stratégie envisagez-vous pour régler cette affaire qui plombe les activités des transformateurs? Vous savez, nous avons l'officialisation publiée au journal officiel de la République. Le gouvernement, nous ne tenons pas le journal officiel, c'est tenu par le secrétariat général du gouvernement. L'officialisation, constatée par qui? Par l'huissier de justice. Le secrétaire général du MPS a dit hier sur ce plateau que cette autorisation n'est pas valable. C'est le gouvernement, le secrétaire général du parti au pouvoir? Non, je fais bien la différence. Ensuite, des déclarations verbales des gens n'ont rien à voir avec la réalité. Je peux vous confier une chose. Donc, la publication au journal officiel de la République de l'officialisation a été faite. Nous ne tenons pas le journal officiel. Mieux, ce que nous avons eu l'occasion de publier là-bas. Vous savez, il y a des partis, celui de Yoronga, pour être concret, fonction défi 1995, vous savez avec quoi? Avec un récépissé de dépôt. Nous, là, en plus du récépissé de dépôt, du constat d'huissier, enregistré en payant les timbres fiscaux de la République, publié au journal officiel de la République, les gens veulent nous faire passer pour illégal. C'est totalement faux. Nous sommes devenus partis par le fait de la loi, ce qui est encore plus puissant. Ça veut dire qu'il faut une loi peut-être pour nous enlever cela. Je n'ai pas eu de communication d'un gouvernement. Donc les gens qui s'expriment dans les médias, etc., n'amènent rien dans le débat. Et puis dernier point que je voudrais faire en prenant à témoin, y compris les Tchadiens. Il y a 200 partis dans ce pays. Est-ce que les gens peuvent répondre à la question pourquoi il y a manifestement un intérêt, y compris au sommet de l'État, pour que les transformateurs n'existent pas comme un parti politique dans un pays qui a promis la démocratie? Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons jamais voulu prendre les armes ou quoi que ce soit. Nous venons en démocratie, nous engager. Et mieux, ça aussi c'est une autre chose que je dis à nos compatriotes. On avait voulu quelque part un peu nous retarder dans l'officialisation du parti en parlant de l'inclusion des jeunes dans les compositions des équipes, etc. Mais nous avons passé le délai minimum. Tout est respecté. La loi disait, passer le délai de 6 mois, vous devenez par les faits. On a bien donc, en résumé, pour vous, nous sommes un parti politique légalement constitué, publié au journal officiel de la République. Et nous agissons dans ce sens-là pour contribuer à changer les choses pour notre pays. Et donc, je crois que la démocratie, c'est aussi l'expression plurielle. Monsieur Koulamala, à l'entame de ce débat, vous avez dit que vous avez accepté de venir discuter. Oui, permettez. Vous avez accepté de venir débattre avec Dr Masra Succès, contrairement au secrétaire général du MPS hier, qui a laissé entendre qu'il ne le ferait pas au motif que les transformateurs ne sont pas un parti légalisé. Quelle est votre motivation d'être sur ce plateau? D'abord, quand vous me citez le secrétaire général du MPS, ce n'est pas mon problème. Lui, il dit ce qu'il a dit. Je fais juste une référence à ce qui a été dit. Moi aussi, je dis aussi mon point de vue. Il dit ce qu'il dit, je dis ce que j'ai dit. Mais je voudrais répondre à M. Masra. J'ai une petite connaissance, puisque j'ai créé mon parti il y a près de 30 ans. Quand vous créez un parti, quand vous déposez, il y a deux situations. Où le ministère de l'Intérieur ou de l'administration du territoire, dans votre cas, ne vous répond pas, et vous pouvez vous prévaloir du fait que votre parti est ipso facto reconnu, sauf que, entre-temps, le ministère de l'Intérieur vous a adressé un courrier pour dire que vous n'avez pas respecté la loi. C'est-à-dire vous avez mis des jeunes qui n'avaient pas l'âge requis. Ce qui m'étonne d'ailleurs, parce que je vais vous dire une chose. Quand j'ai créé mon parti, la première chose qu'on a faite, c'est de mettre en place la loi, voir ce que la loi dit avant de déposer. Ça, c'est... Je ne sais pas comment vous avez réagi comme ça. Maintenant, puisque le ministère vous a écrit et vous refuse un récépissé de dépôt, moi, je vais vous conseiller, puisque vous êtes républicain, de respecter les institutions de la République. Vous allez
attaquer cette lettre de refus du ministère de l'Intérieur auprès de la Cour suprême, sauf si les délais sont partis. Un téléspectateur vous pose cette question. Attendez, Monsieur Koulamala. je n'ai même pas fini. Oui, c'est dans le même ordre d'idée. Il demande, doit-on obéir à une loi qui est injustement injuste? Dans ce cas, on prend les armes. Si on ne veut pas obéir à la loi, on devient un rebelle à la loi. Bon, ça, nous sommes d'accord. Nous n'avons pas choisi sur ça. Nous n'avons pas choisi les armes. C'est un chemin chaotique, ça m'étonnerait. Oui, par expérience, vous pouvez me conseiller. Je vais prendre ça à la lettre. Parce que déjà, pour supporter cette vie-là, il faut être bâti du... Je voudrais réagir. Je demande juste pour... Moi, je voulais vous dire que du moment que le ministère de l'Intérieur, moi je n'ai pas vu votre dossier, mais j'ai vu publié par le ministère de l'Intérieur un refus de reconnaissance. Ce refus de reconnaissance, même s'il est illégal, seule la Cour suprême, la chambre administrative de la Cour suprême peut décider de la légalité ou non de cet acte. Quand je suis revenu d'exil, M. Basra, je suis revenu en tant que rebelle, ancien rebelle. J'ai perdu la réalité de mon parti, qui a été accaparé par des personnes qui n'en avaient pas le droit. Ils ont eu un récépissé qui ont... Je n'ai pas crié au loup. J'ai fait un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur, qui a duré 4 mois. Sans réponse, je suis allé à la chambre administrative de la Cour suprême, j'ai gagné, j'ai repris mon parti. C'est ça, être républicain et respecter la loi. Je vais vous répondre. Vous savez, vous ne pouvez pas aujourd'hui... Permettez-moi, je réponds là-dessus. C'est fondamental pour clarifier. J'ai fini, M. Masra, j'ai fini. Je comprends que cette affaire vous tient à cœur parce qu'il y va de votre avenir. Mais moi, mon avenir, s'il vous plaît, docteur, vous allez répondre tout à l'heure. Allez, je dis, il y va de votre avenir. Pourquoi? Parce que quand vous allez demander la subvention qu'on verse aux partis politiques, c'est pas pour une subvention qu'on verse aux partis. Non, mais c'est un droit. Oui, mais c'est pas pour une subvention qu'on verse aux partis. Moi, je vous donne un exemple. Si vous voulez faire une réunion publique pour demander à la sécurité de couvrir votre événement, si vous n'avez pas un récépissé de dépôt, la police ne vous autorise pas. Mais vous parlez de quel récépissé de dépôt? Je vous parle de publication, de l'officialisation du journal officiel, vous parlez de récépissé de dépôt? Masra, je vous dis une chose. Oui. Vous connaissez les décrets d'application de la charte des partis politiques dit qu'il faut, pour exercer, avoir un récépissé, ce qu'on appelle un folio. Ce folio la porte un numéro et il est... C'est pas tous les partis qui ont un folio. Nous allons passer à Monsieur Yorongar n'a jamais eu une lettre du ministère de l'Intérieur l'interdisant d'exercer. Ni Monsieur Gali, vous avez oublié de dire Monsieur Gali. Ni Monsieur Gali. Vous avez parlé, Monsieur Koulamala. Je peux répondre. Permettez à Masra Succès de vous répondre. Que je Allez-y, réponde. très rapidement. Il faut que les Tchadiens le sachent. L'acharnement contre les transformateurs n'a rien à voir avec la légalité. Il faut qu'ils le sachent et ils le savent très bien. Vous savez, nous avons été conseillés par des bâtonniers, par des juristes, etc. La correspondance à laquelle M. Koulamala a fait allusion était une correspondance. D'abord, la loi... nous étions les seuls à qui on a appliqué cette loi, pour vous dire. Parce qu'on a même déjà des partis... Parce que vous êtes le seul à qui on a répondu, M. Mathieu. Mais je vous réponds pour que vous sachiez qu'il faut aller au bout de la logique pour que les gens comprennent. Il y a des partis, pour être concret, le parti Prêt, par exemple, a eu son agrément avec des gens qui ont moins même de 25 ans. Dans l'équipe de direction. Oui, bien sûr. L'équipe de direction. Ils nous ont transmis les dossiers avec des noms. Et nous ont permis de pouvoir juger. Donc ça veut dire quoi? On visait les transformateurs. Ça, c'est un. Deuxième chose que je voudrais dire, pour que les Tchadiens comprennent. Avant l'ordonnance, c'était, enfin, la loi c'était 45 jours. On a fait changer, quand les transformateurs sont venus, on a fait changer pour porter à 6 mois. Ne dites pas ça. Mais je parle avec des faits, M. Koulamala. Donc permettez que j'aille au bout de la logique. Cette fois-ci, je vous dis que je suis
quand même un gouvernement. Vous avez un intérêt manifeste à ce que nous n'existions pas ou c'est Non, quoi? pas du tout. Voilà, donc permettez que je puisse expliquer. J'explique simplement. Si je ne veux pas que vous existiez, je ne serai pas en face de vous. J'explique une injustice. Reconnaissez quand même que j'ai... Oui, bien sûr, mais permettez les gens au bout. Mais c'est pas pour venir dire des choses qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas vraies. Il faut que les Tchadiens le sachent. Donc on a modifié l'ordonnance pour porter à 6 mois, espérant que comme ça, nous n'allions pas pouvoir nous présenter aux élections, etc. Ensuite, lorsque nous avons reçu la correspondance du ministre, ce que nous avons répondu là-dessus, il disait, il y avait des conseillers, il y avait des gens qui avaient moins de 30 ans, mais ceux-là, ils étaient dans l'équipe globale des transformateurs, mais ce n'étaient pas des dirigeants. Parce que nos statuts notariés légalisés, qui lui ont été transmis, indiquaient qui avait le droit d'être considéré comme dirigeant ou pas. Et nous avons répondu à cela, à cette correspondance. C'était le seul argument. Nous avons répondu à cette correspondance. En lui indiquant, vous voyez, monsieur le ministre, vous savez, même dans votre cabinet, vous avez un planton, vous avez un directeur de cabinet, vous avez un secrétaire. Tout le monde qui est dans votre cabinet n'est pas dirigeant. Et c'est pareil pour un parti politique. Donc, tous les conseillers qui sont là, qui sont utiles, ne sont pas des dirigeants. Chez les transformateurs, il y a 4 vice-présidents. En plus du président. Donc, je chute. Oui. Je chute. Donc, nous lui avons répondu là-dessus. Oui. Et tout ça, le délai était expiré. Et donc, ça veut dire quoi? C'est même pas du régime. Nous n'avons pas de problème pour aller voir le conseil à la Cour suprême. C'est quand vous avez un litige. Il n'y a pas de litige. Nous avons répondu le silence de l'administration. Le silence de l'administration. Quand l'administration... Je vous pose une question. Je vous pose une question. Permettez-moi. Quand l'administration vous répond en vous disant que on ne reconnaît pas votre parti, ça crée un litige ou pas? Non. On a eu des demandes de complément d'information orales, écrites. Et si vous avez lu le courrier, ça disait à monsieur le président du parti Les Transformateurs. La correspondance, l'objet, ça veut dire qu'on était déjà reconnu. Le parti est créé, l'administration a quelques nombre de mois pour mener ses diligences. C'était ça. Donc ce n'est pas du régime de refus. Donc, je finis. Et notre réponse... Vous ne finissez jamais. Oui, pour que les gens comprennent, vous voulez très bien cela. Donc ça veut dire quoi? Ce que les transformateurs constatent et que les Tchadiens sont témoins, c'est qu'il y a eu beaucoup de partis créés. Il y a plus de 200 partis politiques créés. Qu'on a même reconnu des partis avec des gens ayant moins de 25 ans, etc. Que nous avons respecté toutes les diligences et qu'il y a manifestement un intérêt au sommet de l'État de nous faire passer pour un... En un mot, comme en mille, vous pensez qu'il y a un acharnement contre les... Il y a un acharnement, oui. Alors que nous sommes en toute légalité, publié au journal officiel de la République. Autre chose vous concernant, docteur Succès, je reviendrai à vous tout à l'heure. Il y a plus de 10 ans, vous avez coécrit un livre avec le député Béral Mbaye Koubou. Dernièrement, un ancien ministre a estimé que votre livre est une diffamation à l'endroit de certains Tchadiens. La toile s'est enflammée et certains vous ont traité de divisionnistes. Que leur répondez-vous? Je crois que j'ai fait une réponse par rapport à ce débat que je considérais comme un débat légitime qui a eu lieu. Et je m'étais présenté devant les compatriotes en leur parlant d'avenir. Je pense que tous ceux qui nous suivent ici savent, au Tchad on dit Al-Mayakda, il est Allah. Al-Mayakda, il est Allah. Seul Dieu ne pêche pas. L'avenir de notre pays doit se construire avec tout le monde. J'ai en face de moi un ancien porte-parole de la rébellion qui a été condamné à perpétuité, qui a été gracié et qui aujourd'hui est conseiller à la présidence de la République. Il y a eu dans l'histoire de notre pays des crimes, des fautes en actes, en paroles, même des haines qui se sont installées dans notre pays, etc. Ça, c'est l'histoire. Ce qui est important, c'est l'avenir. Et je me suis adressé à mes compatriotes pour leur dire qu'il y a des débats que les gens sortent, y compris en allant fouiller, si on peut repartir à 1960, si on peut repartir au régime successif, si on peut repartir aux déclarations des uns et des autres par le passé, c'est un enfermement dans le passé. Ce qui importe pour l'avenir, c'est ce que nous pouvons faire ensemble, tous les Tchadiens. Et j'ai dit à mes compatriotes, et je le réitère ici, j'aime tous les Tchadiens, de tous les coins, et c'est avec tous les Tchadiens que nous devons construire le Tchad de demain. C'est ça l'enjeu d'avenir. Dernier élément que je voudrais dire à mes compatriotes, nous devons être capables, pour le Tchad de demain, de nous asseoir tous autour de la table de la discussion républicaine, dans une dynamique que j'ai appelée une dynamique de vérité,
de réparation, de pardon national et de projection vers l'avenir. Et dans cette logique-là, tous les régimes, toutes les fautes du passé, des indépendances à aujourd'hui, nous devons être capables de les diagnostiquer, mais de nous pardonner mutuellement. Tous les régimes, j'entends bien. Et donc, pour nous projeter vers l'avenir, je voudrais dire à nos compatriotes, ne nous enfermons pas dans des vérités, parfois racontées, mais vécues en partie, racontées par une partie. Si vous demandez à M. Koulamala, le premier régime qui a arrêté son père, sa manière de décrire cela peut être différente. Donc, cette réponse, je l'ai faite, mais je voudrais aussi aujourd'hui le faire en demandant aux compatriotes que nous puissions nous poser ces questions-là sans haine, sans, en tout cas, repousser les uns les autres et en nous inscrivant dans un avenir qui ne pourra se bâtir de façon solide qu'en étant bâti par l'ensemble des Tchadiens. C'est vers cela que je vous demande de me répondre par oui ou par non. Ces livres, a-t-il été une erreur de jeunesse? Je dirais pas une erreur de jeunesse. C'est même pire que cela. C'est-à-dire que c'est une description de toutes les bavures que nous avons commises collectivement en tant que société tchadienne. De 1960 à nos jours, et avec des histoires vécues, avec des histoires, je dirais, racontées, et en décrivant tout cela, on a eu parfois des mots qui ont été des mots déplacés. Donc, je voudrais que nos compatriotes considèrent cela comme, au-delà même d'une faute de jeunesse, mais considèrent cela comme les choses du passé. Et l'avenir, ça doit se construire avec l'ensemble des Tchadiens. Donc je voudrais même aller au-delà de cela. Monsieur Koulamala, avez-vous lu ces livres, sinon des extraits? Si oui, quel est votre sentiment à propos? D'abord, deux choses. Autant je suis à l'aise à parler avec mon ami Masra, autant sur cette question, je ne peux pas parler avec lui de façon aussi détendue, parce que les propos tenus dans les livres sont extrêmement violents vis-à-vis d'un pan entier de la communauté nationale. Je reviens là-dessus, je vais vous donner un exemple. Et je parle avec beaucoup d'émotion, parce que ça touche à l'équilibre social dans notre pays. En 1980, il y a eu ce qu'on appelle un séminaire de cadres après les événements de 1979. Ce séminaire de cadres a regroupé les gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. On s'est retrouvés, j'étais un jeune fonctionnaire, on s'est retrouvés à l'université des sciences, on a fait un débat, et puis il y avait un jeune ressortissant du sud qui a pris la parole, et il a dit, nous sommes ici pour oublier notre haine. Et moi j'ai pris la parole, j'ai dit, moi j'ai pas de haine contre un Tchadien. Je n'ai jamais participé au massacre des sudistes en Djamena ni ailleurs. Et que si toi tu as de la haine, tu as participé au massacre des nordistes. Et que je ne peux pas permettre cela. Le problème, ce n'est pas de savoir notre histoire douloureuse. Moi je l'ai vécu dans ma chair, M. Masra. En 1979, nous avons créé le groupe des jeunes Djaménois. Nous avons eu l'aide de la Croix-Rouge et de Caire International. Nous avons eu de l'argent, on a loué des voitures pour aller chercher nos amis sudistes qui ont fui N'Djamena, qui ont été massacrés en N'Djamena. On est allé Yagua, Garoua, Mbarwa, on les a ramenés. Un tract a circulé en N'Djamena. Me concernant, moi et mes camarades, les Adoum Koulbou et autres, on a dit, les Abderrahmane Koulamala sont allés chercher leurs copines sudistes pour les amener. J'en ai pleuré. J'étais jeune marié. Cette histoire m'a poursuivi jusqu'aujourd'hui. C'est une histoire douloureuse. Moi, ce que je reproche au livre, et vous avez le droit aujourd'hui de dire j'ai fait une connerie. Moi-même, dans une conversation privée avec quelqu'un, j'ai eu des mots très, très durs envers lui, des mots qui ne sont pas dignes de moi. Tout de suite, je lui rends, même pas une minute après, je lui ai dit je m'excuse. Et quand il a diffusé ça sur le net, j'ai pris ma plume pour dire que je regrette mes propos, je les retire, ce n'est pas moi. J'attendais ça de votre place. C'est ce que j'ai fait. Non, monsieur Masra. Non, monsieur Masra. Déjà par non, monsieur Masra.
Je vous donne mon point de vue, si vous le permettez. Allez-y. Je ne veux pas revenir sur les propos du livre, parce que ce livre a déclenché les pires horreurs qui ont survenu dans notre pays. Avec tous les... Oui, je vois sur les réseaux sociaux... Des débats, oui. Les débats sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui s'est permis d'insulter les sudistes, les chrétiens. Je lui ai répondu vertement sur les réseaux sociaux. À cause de ces livres-là, pas par votre faute, ce livre a déclenché... laissez-moi finir. A déclenché une horreur. J'aurais aimé, au lieu de noyer le poisson dans l'eau, en disant il faut le pardon national, est-ce que vous êtes prêts ici sur ce plateau à dire que ces propos sont nauséabonds? Ces propos qui touchent pas simplement les peuplades, vous avez touché même le physique de certaines personnes qui sont des Gorans, des Ahawa, des Arabes, des Kanambou, des pans entiers. Et vous voulez... Nous avons compris votre sentiment, vous voulez diriger ce pays. Je voudrais que ici et maintenant, vous vous adressez à la caméra, non pas en disant... S'il vous plaît, M. Koulamala. Mais de reconnaître... Je vais lire une question qui nous a été envoyée par un téléspectateur à Dr Masra. Le téléspectateur demande, est-ce que vous regrettez ce livre? Si oui, êtes-vous d'accord que ce livre soit retiré de la vente? Alors, je voudrais d'abord répondre à la question la plus importante. Allez-y. Et j'y ai répondu. Monsieur Koulamala veut amener dans une sorte un peu de diatribe qui n'a pas raison d'être ici. Le 24 décembre 2019, et vos téléspectateurs peuvent voir, j'ai voulu prendre rendez-vous avec l'avenir de notre pays en m'adressant à nos compatriotes à travers un courrier signé de ma part où j'ai clairement indiqué là-dedans qu'il y a des gens qui se sont sentis, et à juste titre, heurtés. Et que je m'en excuse. Mais je suis allé au-delà. Donc, certains pensent que les excuses ne suffisent pas. Alors, j'y arrive. Allez-y. J'y arrive. Ensuite, j'ai voulu prendre rendez-vous avec l'avenir pour dire à nos compatriotes, il y a des débats que nous ne devons pas occulter. Mais nous devons les mener avec bienveillance, dans le respect de chacun. Moi, je suis né après la guerre de 79. Je n'ai pas été acteur de ces guerres. M. Koulamala qui est là devant vous, si aujourd'hui il peut bénéficier de la bienveillance, quelque part, il l'a dit même dans une discussion avec un de ses amis, anciens ministres, le traitant d'esclave, une conversation et disant, et je finis, je n'ai pas insulté les Corans et les Ahawa qui ont des dents longues, s'il vous plaît, des yeux rouges comme l'air béré, s'il vous plaît, ne m'obligez pas à faire parler de ça, monsieur Koulamala. Vous avez été ignoble et reconnaissez. S'il vous plaît, monsieur Vous Koulamala. vous rendez compte? Monsieur Koulamala. J'ai demandé au début que le débat soit convivial. Non mais donc vous avez qu'il va l'être jusqu'à la fin. Vous avez convivial. Vous avez le banc. Il y a des moments où il faut dire des vérités. Je voudrais laissons Masra terminer son intervention. Vous avez donc en face de moi quelqu'un qui a avoué avoir tué. Dans vos conversations, vous avez reconnu avoir tué. Oui, mais pas. J'étais dans la guerre, monsieur. Alors, donc vous reconnaissez avoir tué des gens dans ce pays. Non, ça, mon cher ami. Et vous avez dit. Nous n'allons pas. Mais je finis pour que vous sachiez. C'est-à-dire que moi le débat. Cette logique, monsieur, vous amenez, si vous prenez nauséabond. Donc, voilà quelqu'un qui avoue avoir tué des personnes dans ce pays qu'il qualifie d'esclaves. Non, monsieur. Bien sûr. Non, je ne vous laisse pas parler de ça. Bien sûr. Et donc, ne laisse pas dire cela. Et donc, ça, c'est ignoble comme les propos que vous avez tenus. J'ai eu une conversation privée avec quelqu'un. D'accord? Qui est sur le net. Une conversation privée. Qui est sur le net que les gens peuvent Laissez-moi finir. Cette conversation privée, je m'en suis excusé à la personne et en public. En reconnaissant avoir tué. Monsieur Koulamala, en reconnaissant avoir tué des personnes. Attendez, vous m'avez dit tuer quand vous êtes dans des mouvements rebelles, armés. Quand un Tchadien meurt, vous en portez la responsabilité. Ça ne veut pas dire que vous prenez l'arme et vous tuez la personne. Je n'ai jamais commis. D'ailleurs, chez moi, je n'ai même pas d'arme.
Aujourd'hui, en Djamena, je n'ai même pas d'histoire. Permettez, répondez. C'est vous qui êtes en cause, c'est pas moi. Donc je finis. Monsieur Koulamala, Ne faites pas une fuite en avant. Prenez vos responsabilités vis-à-vis des nous n'avons plus de temps. Il n'y a pas de fuite en avant. Et j'ai pris mes responsabilités. Je n'ai pas attendu cette émission pour prendre mes responsabilités. J'ai fait une déclaration adressée à la nation sur le pardon que j'ai demandé. Non. Et pour demander aussi que sur ces questions-là, nous soyons capables de ne plus mettre les choses sur le tapis et de nous projeter vers Le deuxième point de la question. Deuxième point de la question. Pour tout vous dire, je n'utilise même pas ni les redevances de ce livre. Est-ce qu'on peut le retirer? Je n'ai pas de problème avec cela. Je n'ai aucun problème. Pour le Tchad de demain, rien ne vaut le pas que les uns et les autres nous devons faire vers les autres. Si cela a heurté, et cela a heurté, je n'ai aucun problème avec cela. C'est un livre qui a été coécrit. C'est un livre dont les droits d'auteur ont été cédés à une imprimerie. Mais enlever un livre, ce n'est rien pour moi. Parce qu'à la suite de ce livre, et je voudrais finir là-dessus, c'est un point fondamental, je voudrais le dire en demandant à mes compatriotes de me comprendre là-dessus. Toute ma vie, par la suite, a été axée sur servir l'ensemble des Tchadiens. J'ai écrit un livre qui s'appelle Moustak Balchad, l'urgence de l'unité et du travail pour le progrès, que j'ai dédicacé à Ibn Mohamed Saleh, le seul homme politique à qui j'ai dédicacé un livre. J'ai écrit, préfacé d'ailleurs. Parce qu'il est nordiste que vous dites? Non, ça n'a rien à voir. J'ai préfacé le livre écrit par écrit par vos Répondez nièces. très rapidement. J'y vais. Oui, allez-y. Écrit par vos nièces, dans lequel nous parlons du Tchad de nos rêves. De demain. Ce qui est le Tchad de demain. Nous avons travaillé à écrire ensemble un livre avec les jeunes Tchadiens de tous bords pour ramener la culture de la nation arc-en-ciel, de Nelson Mandela, pour célébrer son modèle de leadership. Vous parlez de nation arc-en-ciel? Dans ce pays. Monsieur Koulamala, permettez. Et puis, enfin, il y a quelques semaines, j'ai sorti un autre livre pour parler de l'importance de la tolérance dans notre pays, pour l'avenir de notre pays. Tous ces livres qui sont écrits individuellement ont reflété l'état d'esprit de l'homme que je suis aujourd'hui, qui est sans haine, sans esprit de vengeance, sans volonté de construire quelque chose de cloisonné, et qui croit nécessairement en un Tchad bâti sur l'unité pour être capable de nous projeter pour l'avenir. Et donc pour ça, je suis prêt à faire tous les pas nécessaires vers les autres. Mais je demande aussi à toute la société de faire les pas. Parce que certains qu'on a considérés comme des bourreaux, nous n'allons pas ouvrir ont été considérés aussi comme des héros. Donc, ceci est fondamental si nous voulons demain. Parce que Il ne nous reste plus que quelques minutes, s'il vous plaît. Le retrait du livre, il est acquis ou non? Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est tripartite. Nous allons finir. C'est tripartite, donc les gens, il faut regarder les Nous allons contours, mais finir je n'ai pas de ce problème débat avec cela. sur une bonne note. En commençant par vous, Monsieur Koulamala. Comment entrevoyez-vous l'année 2020 qui frappe à la porte et quel Tchad souhaitez-vous pour 2020? Bon, moi, tout d'abord, franchement, je ne voulais même pas parler de ces débats. Ça, je tiens à le dire. Comme vous avez vu, je ne me suis pas étalé sur les débats. Si vous n'en avez pas parlé, je n'allais pas en parler. Nous sommes dans l'émission Vérité Politique. Non, c'était nécessaire. pourquoi je ne vais pas en parler? Parce que j'ai arrêté de débattre sur les réseaux sociaux sur ce livre. Parce que j'ai vu que ce truc a fait un clivage que je n'accepte pas. Permettez donc que nous n'en parlons plus. Parlons du Tchad de 2020. je vais faire une transition dessus. Oui. Et c'est pour ça que je dis que quand, dans le Tchad du futur, il faut apaiser déjà le climat politique. Le fait de se victimiser tout le temps n'arrange rien. Moi, je pense que monsieur, et je lui reconnais, monsieur Masra, c'est quelqu'un qui a du talent. Il serait plus facile de mettre ce talent au service du pays. Moi, je suis prêt à vous ouvrir des discussions avec les hautes autorités de ce pays. Hein, je ne cherche pas à vous récupérer, mais je cherche à ce qu'on puisse, dans la fraternité, construire un autre Tchad. Le Tchad que nous voulons, comme vous l'avez préfacé dans le livre de Méniès. Et ça, c'est mon état d'esprit d'aujourd'hui. Le Tchad que nous voulons n'est pas le Tchad. Il faut être conforme à ses convictions. Conforme à ses convictions, pourquoi? Commencez d'abord par légaliser votre parti. C'est un conseil fraternel que je vous donne, enfin paternel plus exactement.
allez-y, trouvez le ministère de l'Intérieur, légalisez votre parti. Si demain, dans vos démarches, on ne vous soutient pas, on ne vous reconnaît pas, je serai le premier à vous reconnaître. Maintenant, quand vous aurez légalisé votre parti, allez-y dans le débat des élections qui sont en train de venir. Tous les Tchadiens doivent aller renforcer le processus démocratique dans notre pays. Il est vital pour notre démocratie de renforcer les institutions de la République. Idriss Déby Itno a amené la démocratie et on doit lui rendre grâce par rapport à ça. Merci. Mais si demain il veut retirer la démocratie aux Tchadiens, il en sera incapable. Merci beaucoup. Parce que, Docteur Masra, vous avez 1 minute. Comment entrevoyez-vous l'année 2020 qui frappe à la porte et quel Tchad souhaitez-vous pour 2020? Le Tchad que nous souhaitons pour 2020, en un peu plus d'1 an d'existence des transformateurs, nous avons travaillé, discuté dans des cafés, dans des rencontres, ici dans la diaspora, avec des Tchadiens de tous bords. Et nous avons sorti et mis sur la table de la discussion républicaine les 20 propositions pour un nouveau départ pour le Tchad. Nous les avons appelées les 20 sur 20. Ces propositions ont été transmises, y compris au gouvernement. Parce que nous voulons justement servir. Et que nous mettons les choses sur la table. Ce n'est pas une question d'individu, ce n'est pas ma personne. C'est l'esprit, c'est le projet de société. Ce projet est traduit en français, en arabe, il est disponible. Le Tchad de 2020 que nous voyons, c'est ce Tchad avec les 20 propositions pour un nouveau départ, qui est notre contribution sur la table de la discussion républicaine, pour être capable de remettre les équilibres dont nous avons parlé tout au long de cette émission, pour être capable d'amener des énergies nouvelles, pour être capable d'organiser un dialogue qui va nous permettre collectivement de faire la paix avec le passé et le présent, et de nous projeter vers l'avenir en protégeant cet avenir ensemble. Parce que cette génération nouvelle aussi qui est là, doit jouer sa partition dans un dialogue intergénérationnel. Donc, c'est autour de cela, de ces 20 propositions qui sont très concrètes et qui sont le résultat, non pas d'un individu ou d'un petit groupe, mais d'une consultation large à laquelle les Tchadiens ont contribué. Donc ça, c'est ce que nous mettons sur la table de la discussion républicaine. Et nous espérons, et c'est le dernier point que je voudrais faire, nous espérons aussi que, nous espérons que, comme il a été aussi dit que chaque 2 ans, le dialogue qui a été organisé, qui a permis la 4e République aujourd'hui, on pourrait revenir sur cela. C'est l'occasion en 2020 aussi de revenir sur ces choses-là pour être capable de nous projeter avec de nouvelles institutions et une nouvelle manière de gouverner. Ça, c'est l'enjeu pour l'avenir, pour permettre à... J'ai un de vos amis qui m'a demandé de vous poser une question. C'est la fin de l'émission. Oui, non, mais je vous pose juste une question. Un de vos amis qui s'appelle Ahmad Bedei Toulemi, qui est un grand opposant au régime, hein, il m'a envoyé un message avant de venir. Il m'a dit qu'il y a 1 an, le 2 novembre dernier, le 2 novembre de l'année dernière, il vous a demandé de retirer ce livre et vous lui avez dit que les douleurs qu'ont ressenties mes compatriotes, mes camarades, mes parents sont plus forts que ce que j'ai dit. Est-ce qu'il a menti? Oui, il a menti. Et c'est tout. Et c'est inutile de ramener des rapports du quartier ici. Moi, il m'a dit de vous poser la question, je vous le pose, est-ce qu'il a menti? Non, nous avons fini sur une bonne note. Ce que nous retenons de la réponse du docteur Succès tout à l'heure, c'est qu'il a accepté que le livre soit retiré de la vente. Sur ce, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à nos 2 invités qui ont accepté de venir et de discuter avec la plus grande convivialité et la plus grande courtoisie. Et juste pour vous dire aussi que c'est la fin de cette série d'émissions du débat vérité politique organisé à l'occasion de la fin de l'année 2019. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à la chaîne citoyenne. Nous avons reçu des centaines de messages lors de cette émission. Malheureusement, nous n'avons pas pu tous les lire. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Prenez soin de vous et passez une agréable nuit en compagnie de nos programmes.